Ce qui est fantastique, c'est que ça se passe aussi parfois au niveau de l'interprétation en laissant la pièce de côté. Pendant les 5 dernières années, Lucie Mongrain n'avait pas dansé ce solo-là. Elle l'a repris là, il y a 2 mois à peu près, recommencé à le répéter. Et puis, vraiment, le solo a fait ça. C'est absolument formidable dans le travail d'interprétation, comment, si on laisse mûrir une pièce, puis je trouve que c'est comme ça se passe, on dirait dans l'arrière de notre intelligence, il y a un développement continu, une maturation qui continue. C'est comme si la vie avait plusieurs lignes de réalité et pendant qu'on vit notre vie quotidienne, il y a des lignes qui continuent de vivre et d'évoluer sans qu'on en soit conscient. Et puis un jour, on les redonne à la conscience et puis le chemin a été effectué, même si on n'en était pas conscient. Et je trouve ça très fort dans l'interprétation, mais aussi dans la création. Il y a souvent on peut avoir une idée ou un concept ou une chose qu'on garde dans un tiroir. Puis le tiroir, parfois, respire. C'est dans notre cerveau, là, comme s'il y avait plusieurs tiroirs dans notre cerveau. C'est comme si on ouvre un tiroir, l'idée qui est là, ou le concept, ou le pressentiment, ou l'intuition vient respirer un peu. Non, ce n'est pas encore le temps, il retourne, le tiroir se referme. Puis des fois, ça peut être pendant des années comme ça que les choses sont dans leur tiroir. Parfois, 2 tiroirs s'ouvrent en même temps. Ces 2 intuitions-là viennent respirer en même temps. Puis parfois, là, ça fait que la ligne de conscience, il fait « Oh oui, cette chose-là, je vais l'intégrer maintenant. Oui, voilà. » Mais comme si ces choses-là avaient vécu leur vie pendant parfois des années. Et au niveau de l'interprétation, c'est comme ça aussi. Il y a l'écriture, c'est comme ça, tout ça. Hein. Dans nos vies, c'est comme ça aussi. Je pense que même nos vies, si on n'est ni interprète ni auteur, on est très complexe, l'être humain. On a plusieurs chemins simultanés qui avancent en même temps. Et je pense que peut-être la création aide à être en contact avec ça ou à être conscient de ça. Alors, j'ai été très émue donc, quand j'ai vu l'interprétation de Lucie, quand on a fait une générale au mois de janvier. Vraiment, moi qui avais cru, il y a 10 ans, quand je l'avais vue par terre, voilà la maturité d'une danseuse qui est arrivée. Je veux créer pour cette fille-là. Je ne comprends pas, parce que c'est maintenant qu'elle est mature, c'est maintenant qu'elle a toute la possibilité d'une richesse absolument extraordinaire. Donc, c'est quand même drôle, ces relations-là dans le temps. Alors, comme toujours, après que la pièce est presque créée, terminée, chorégraphiée, j'invite Louis Dufort, qui est un compositeur avec lequel je travaille depuis 1997 à peu près régulièrement, toujours. Et là, j'ai invité Louis en studio et je lui ai dit que je souhaitais que la musique utilise complètement le bruit des fers de Lucie sur le plancher. Et plus que ça, donc que ce soit traité en temps réel. Ça veut dire que les sons qu'on entend sont tout de suite absorbés par l'ordinateur, sont transformés, utilisés, placés en séquence répétitive, inclus dans un système logarithmique quasiment. Et puis là, on entend le son, donc le son en temps réel, traité en temps réel. En temps réel, ça veut dire au moment où il se passe le son, il est capté par l'ordinateur, il est transformé et redonné tout de suite. Donc, toute la musique de Louis a été créée comme ça en utilisant les sons en temps réel. Et aussi, parfois, le coup de pied de Lucie va déclencher une séquence de trame sonore. Et puis là, la séquence part. Parfois aussi, puis son son ensuite, donc c'est elle qui déclenche la séquence, puis ensuite elle vient rajouter sa rythmique par-dessus la trame sonore de Louis. Donc là, à partir de ce moment-là, il y a tout eu un travail avec Louis, avec Lucie, de construction de la musique et de la chorégraphie, les rythmiques, les dynamiques, les silences, tout ça, toute une construction autour de ça avec Louis et Lucie. Et j'avais envie de donner ça à Lucie, de donner ça à cette interprète-là, parce que ça permet à la danseuse de vraiment tenir son temps.
C'est elle qui décide. Est-ce qu'elle passe tout de suite à l'autre étape? Elle peut tenir le temps. Là, elle décide de passer à l'étape suivante. Et ça me fait beaucoup penser au Bharatanatyam, une danse classique de l'Inde, encore pour les solos, pour les femmes solistes, où est-ce que c'est la danseuse qui, en dansant, donne le rythme au petit orchestre. C'est la danseuse au Bharatanatyam qui dirige le rythme. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de créer un solo où on pouvait redonner à la danseuse cette puissance-là, cette autorité sur le temps. Et c'est sa danse, c'est son espace-temps, c'est sa pensée qui se développe ici. Donc, lui donner, de ne pas la laisser comme « Ah, il faut qu'elle suive la musique ». Non, c'est elle qui tient la musique. On a souvent, d'ailleurs, dans nos chorégraphies, des relations comme ça entre la musique et le danseur, où le danseur tient aussi la rythmique. Mais là, dans ce solo-là, c'est très, très fort. Le maître, Lucie est maître du temps à ce moment-là. Et Lucie, c'est une danseuse qui a un sens du rythme affolant. D'ailleurs, c'est une drummeuse, une batteuse. Alors, c'est pas pour rien, elle a déjà ça. Et ce qui est fou aussi dans ça, d'avoir créé un solo pour Lucie, c'est que c'est très, très, très difficile de trouver quelqu'un qui pourrait la remplacer s'il arrivait quelque chose, par exemple, qu'il fallait la remplacer. Parce qu'il faut trouver un danseur de danse contemporaine qui est aussi un expert en claquettes. Bonne chance. C'est pas évident à trouver. Voilà. Oui. Alors, tantôt, je vous disais aussi que donc la danseuse, comme je veux qu'elle développe sa pensée dans l'espace, qu'elle tienne la rythmique, c'est important. Et je pense que c'est la première fois dans cette pièce-là, dans étude numéro 1, où j'ai amené cette idée-là. Je veux voir la pensée de la danseuse. J'en ai peut-être parlé avant dans d'autres chorégraphies, mais là, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est la première chorégraphie où c'est devenu vraiment un sujet essentiel. Je veux voir la pensée de la danseuse. Je veux qu'en tant que spectateur, quand je suis témoin du mouvement de cette danseuse sur le plateau, que clairement, je suis en relation, pas seulement avec ses émotions, avec son corps, avec son être, avec sa respiration, mais que d'une certaine manière, je la suis dans le développement de son intelligence, dans le mouvement de son intelligence. Ça m'intéresse énormément, chorégraphier la pensée du danseur, mettre en scène la pensée du danseur, comme si, pour le spectateur, on pouvait se plugger directement avec cet être-là, et puis on la suit, on lui fait confiance et on la suit. On oublie presque à un moment donné qu'on est en train de regarder une chorégraphie. On peut être, comme par exemple, dans Body Remix, je trouvais que c'était un traité de philosophie en même temps. D'autres œuvres que je trouve qu'il y a des pensées qui sont là. Donc, suivre, c'est comme si on était en conversation avec une œuvre. Et puis, c'est cette sensation-là de conversation avec des œuvres, je pense que je l'ai connue très jeune, adolescente, face à des chefs-d'œuvre de la peinture, en Europe, entre autres, quand je visitais des musées en Europe. Et je me rendais compte qu'être debout devant une peinture, oui, j'avais des effets physiques très forts, mes genoux pouvaient se mettre à branler, je pouvais être chancelante sur mes jambes, avoir l'impression que mon poids tombe tellement, que le plancher tombe en dessous de moi, en tout cas des mouvements comme ça dans les jambes très forts, mais que tout ça était provoqué par, comme si ce qu'il y avait dans la peinture, les peintures abstraites souvent, venait réorganiser comment les neurones fonctionnent entre elles dans mon cerveau. Et que par cette réorganisation-là, mon cerveau, ma pensée, ma compréhension du monde venait de changer dans l'instant. Et comme c'était un choc, mes genoux branlaient. C'est juste ça que je veux vous donner au public. C'est ça que je veux vous faire. Quand je fais une œuvre, je souhaite arriver à ça. Alors ça, c'est un des flashs très forts que j'ai eu quand j'étais adolescente. Je ne savais même pas que je serais chorégraphe à ce moment-là. Mais ça a été incrusté en moi, ça a été profond. Puis après, pendant des années d'adolescence tourmentée, tout ça, je me demandais, mais comment faire pour donner? Comment faire pour donner? Je ne voulais même pas être danseuse, je ne voulais pas être chorégraphe, même si je prenais des cours de danse. Je ne savais pas comment redonner au monde la beauté du monde que je recevais. À un moment donné, c'est arrivé. J'ai compris comment, c'est en faisant des chorégraphies peut-être. Mais donc, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est des dessins qui avaient été faits à l'époque, en 2001. Tu vois tout ça? Ça, c'est... je ne peux pas vous montrer. Mais ça, c'est James, là, sur le côté, qui va lancer ses petites billes.
C'est le début. Ils viennent déposer Lucie au plancher. Ça, c'est tout le pattern, tous les mouvements. Ça, c'est donc dans le cycle numéro 1. Ça, c'est dans le cycle numéro 2. Donc, entre chaque cycle, elle sort de son plancher et elle le contourne. Comme vous voyez, à la fin du cycle 2, elle contourne son plancher. Cycle 3. Cycle 4. Les lunettes, voyez-vous là? Apprends. Cycle 5. Terrible, cycle 5. Puis à la fin. Ah oui, c'est ça. Au début, James lance seulement deux billes, en fait, deux grelots. Puis à la fin, c'est une pluie de billes qui tombe. Donc ça, là, ça représente la pluie de billes. Puis ça finit dans cette position de méditation qui revient parfois dans Body Remix. Il y a un moment où Carole Prieur est assise en méditation aussi. Il y a une autre pièce, je ne me souviens plus laquelle, où on est assise en méditation aussi. Il y en a d'autres. C'est une position que j'aime bien. On va regarder un petit peu 3 minutes d'extrait de étude numéro 1. Alors voilà.